Merci à Fourkids pour l'invitation et tout, et je vous remercie d'être là. Je me présente, je suis Ayoub Alouane, je suis un CTO Academy chez Adservio Group, et aujourd'hui je vais parler de la performance web et plus précisément du cas de l'Afrique. Mais la question qui se pose souvent, c'est pourquoi le cas de l'Afrique plus précisément? D'accord, alors on va parler un petit peu du contexte. Est-ce que j'ai le droit de bouger un petit peu ou pas? Ça marche, merci. Alors, comment j'ai eu l'idée de ce talk première fois, c'est que j'étais en train de passer des entretiens avec des gars de tous les pays en Afrique. Et une fois, je fais l'entretien avec le gars, par exemple aujourd'hui, je termine, c'était bien passé, tranquille, et je lui dis, est-ce qu'on peut refaire un autre le lendemain? Alors, il me dit non. Je dis pourquoi? Il m'a dit, j'ai besoin du temps, on peut le faire la semaine prochaine. Ben, je lui dis, pourquoi on le fera la semaine prochaine? Parce que j'ai pas de connexion Internet. Mais tu es avec moi maintenant, tu fais un entretien, pourquoi tu n'auras pas de connexion Internet demain? Ils vont la couper ou quoi? Ah, il me dit non, c'est pas ça, mais je dois aller louer un local pour faire l'entretien avec toi. Je lui dis, mais pourquoi tu feras ça? Et là, voilà, le pays, après il est venu en France, c'est quelqu'un du Burkina Faso, il m'a parlé un petit peu de l'infrastructure là-bas. Il m'a dit, voilà, il n'y a pas vraiment de fibre optique, il n'y a pas des trucs comme la DSL. Si tu es un petit peu loin, si par exemple on dit Paris, tu es à côté de Paris, tu n'as pas accès à Internet, toujours les gens, ils ont besoin d'acheter une connexion Internet qu'ils vont consommer. Il n'y a pas un réseau filaire ou du fibre optique ou du ADSL. Et là, il essaie de m'expliquer comment. Mais moi, sincèrement, moi, je viens du Maroc. Alors, pour moi, j'avais pas trop ce genre de problème d'Internet. Alors, je doute. Je dis peut-être que le mec, peut-être que ça. Je commence à chercher. Et quand je commence à chercher, je tombe sur beaucoup de statistiques que je vais vous montrer aujourd'hui. Et par exemple, ici, c'est une stat sur l'Internet penetration en Afrique. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, ça, c'est le world average. Normalement, c'est 70%. D'accord? Mais on peut trouver par exemple le sud de l'Afrique, bah, il est au-dessus. Le nord d'Afrique, par exemple, le Maroc, il est en dessus. Mais si tu pars dans l'Afrique subsaharienne, c'est pas le même cas. Alors, entre le sud de l'Afrique et le nord de l'Afrique, c'est autre chose. D'accord? Alors, c'est vraiment, on est au-dessous de 30% de Internet Penetration Rate. D'accord? Alors, il faut imaginer le nombre de régions qui n'ont pas accès à un réseau filaire. D'accord? Et pourquoi j'insiste sur un réseau filaire? Car quand tu as le fibre optique, tu as l'Internet illimité. D'accord? Alors tu rentres YouTube, tu regardes, tu es tranquille. Netflix, tu es tranquille. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Mais quand tu dois payer parce que tu vas consommer, si tu vas payer 1 giga d'Internet avec 1 euro, d'accord? Tu as le droit à regarder 2 heures de YouTube. D'accord? C'est ça. Alors, quand tu consommes quelque chose, tu le payes, mais ce n'est pas illimité. Et là, pourquoi je montre ça, c'est que la majorité des pays là-bas, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir des réseaux filaires. Alors, ils doivent payer tout ce qu'ils consomment. Ça, c'est la majorité des cas là-bas. Et là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est les devices utilisés là-bas, c'est que la majorité, ils utilisent des téléphones. Ils n'ont pas accès à des laptops car c'est trop cher. Les tablettes, bah, on n'en parle pas. Et moi, quand j'ai essayé de regarder, c'est que j'ai trouvé la majorité qui utilise des laptops là-bas, probablement c'est le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. D'accord? Les autres, c'est pour les études ou n'importe quoi. Il va utiliser toujours son téléphone. Il n'a pas accès à ça. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que tu as accès à Internet très, très limité. Et quand tu as accès à Internet, tu as accès avec une ressource très très limitée. Utiliser un iPhone, c'est pas un iPhone. On va voir après les stats. Utiliser un téléphone, c'est pas utiliser un laptop pour faire tes trucs d'études ou un truc comme ça, d'accord? Et là, on va regarder un truc. Par exemple, imaginez si vous voulez regarder une vidéo YouTube d'une qualité de 480p, d'accord? Si vous regardez 1 heure, ça va consommer 500 mégas, d'accord? Alors, si on lui donne le droit de regarder 1 heure de YouTube par jour. Il ne doit pas dépasser ça. D'accord? Pendant un mois, il va consommer combien? 15 gigabytes. D'accord? Alors, j'ai fait un petit calcul ici pour voir si le mec, dans le milieu de l'Afrique, on lui donne le droit de ne pas dépasser 1 heure sur Internet par jour, ce qui est déjà bien pour lui, il va payer combien?
Alors là, c'est une stat du SMIC là-bas. Et quand on dit le SMIC, c'est majoritairement le salaire normal, d'accord? Il n'y a pas le SMIC et après tu multiplies par 4. C'est presque la même chose. Tu as par exemple au Burkina Faso, le SMIC il est proche du prix de 15 gigabytes d'Internet. D'accord? Alors s'il veut regarder une vidéo de YouTube ou rentrer dans des sites, il faut vraiment faire attention. Hein. C'est que si le site il est développé avec une SPA, en utilisant un framework SPA par exemple, qui télécharge 40 mégas de JavaScript, car le développeur il est là, il a des if et des else qu'il n'a pas regardé, qu'il a laissé le JavaScript qui part, bah, il va consommer tout un salaire de mois. Et là, on a d'autres comme par exemple le Bénin, c'est que c'est presque le prix de 15 gigabytes d'Internet, c'est moitié de salaire. Alors, on sait très bien qu'il ne va pas payer 15 gigabytes, d'accord? Bah, lui ici, il ne va pas dépasser 1 giga par mois, on le sait. Alors, si lui, il a accès à des sites d'Internet, bah, il va le faire soigneusement. Il ne va pas rester comme ça, faire ce qu'il veut, hein, d'accord? Et là, j'ai une autre stat, c'est qu'il y a d'autres pays à côté aussi, comme le Zimbabwe, c'est que le prix de 15 gigabytes d'Internet, c'est 3 fois le salaire. D'accord? Et ça, c'est le prix normal. Et le problème là-bas, c'est que il n'a pas le choix. Il n'y a pas une compétitivité. Il y a Free qui sort, qui te dit ah bah, tu vas payer que ça. L'autre, il te dit que tu payes que ça. Tu vois, il n'y a pas payé que ça. Il n'y a pas de réseau filaire. Tu as le mobile. Tu vas trouver une entreprise ou deux là-bas. Bah, ça sera le même prix. Tu payeras ça si tu veux accès. La majorité ne vont pas le payer, ce qui est très très normal, car tu ne vas pas dépenser 3 salaires pour 15 gigabytes. D'accord? Bah, c'est ce qu'ils font. Mais pourquoi il y a aussi un autre truc que j'ai oublié, c'est que j'ai parlé des ressources qu'il utilise pour accéder à Internet. Majoritairement, il utilise des téléphones. Alors, vous pouvez imaginer que ce n'est pas un iPhone, d'accord? Ce n'est pas un Samsung S23 ou 24, je ne sais pas c'est combien maintenant, mais la majorité, il utilise des affordable smartphones, ça veut dire c'est des téléphones comme Tecno, Itel. Qui a déjà entendu parler de Tecno? Personne. Bah, Tecno, c'est un téléphone très très commercialisé là-bas, comme c'est Tecno, Itel aussi. Personne n'a entendu parler d'Itel. C'est vrai. Bah, ça, c'est les deux téléphones les plus commercialisés au milieu de l'Afrique. Les plus achetés là-bas. C'est ce genre de téléphone. Et tu as les affordable Samsung, ça veut dire les Samsung de base. Ça s'appelle A03. Tu vois, c'est rare que tu le trouves ici en France, mais il y a un marché pour ça. Et quand on parle de Tecno Itel, ce n'est pas un téléphone à 12 GB de RAM, mais c'est 2 Go, c'est un truc comme ça pour faire avec. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Elle est là, elle est avec son téléphone, tu vois, elle a sa petite connexion Internet, il va faire avec. Alors la majorité, c'est ce qu'il utilise, c'est des téléphones comme ça, vous pouvez chercher après, et c'est des téléphones très très commercialisés, d'accord? C'est pas cher, je pense, il y a même des téléphones à 70 €, des trucs comme ça. Et après, c'est ce qu'ils ont. Et pourquoi je parle de ça? Alors, imaginez par exemple quand vous utilisez Google Chrome, d'accord? Et vous êtes en train d'ouvrir plusieurs onglets. Ça consomme de la RAM. On est bien d'accord. Alors, il y a des sites qui consomment plus de RAM que d'autres. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils exécutent plus de JavaScript. Ce qui est normal. Tu es en train d'exécuter plus de code, tu vas consommer plus de ressources. Alors, si le mec il utilise un techno, mais le dev, il est là, il a livré 40 mégas qu'il doit exécuter. Bah, le techno, il va rien exécuter, tu vois. Et c'est ce qui se passe, c'est que même quand tu as un petit accès à Internet, mais tu n'as pas un vrai accès car tu n'as pas la ressource à utiliser pour accéder. D'accord? Alors, et le truc, c'est que moi, ce que j'ai essayé maintenant de montrer, c'est juste les challenges qu'on a là-bas. Et pourquoi faut que quand nous, on développe nos applications, les applications, ils doivent être accessibles par tout le monde. C'est que quand je parle de la performance web, j'ai passé l'année dernière à parler de la perf web, mais parler de ça vraiment en Europe, c'est un peu parfois, les gens, je les comprends, ils trouvent ça irrelevant, d'accord? Parce que lui, il est sur un iPhone qui est acheté à 1 500 €, avec une connexion Internet 5G, bah, tu lui parles de perf web. Je suis désolé, mais les 40 mégabytes de JavaScript, il va les télécharger sur place, il ne va pas voir le temps pour les télécharger. Ils vont être exécutés dans le téléphone tranquillement. Tu as un Mac, bah, tu ne vas pas voir 32 Go de RAM
Désolé, tu ne vas pas voir la perf web. Mais vraiment, moi, quand j'ai commencé à parler de ça, c'est tout le monde proposer des solutions, des innovations de framework. Ils te disent, ah, ça c'est trop, mais pourquoi on va aller jusque ça, tu vois? Et moi-même, j'ai commencé à douter. J'ai dit, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de travailler sur ce côté? Mais quand j'ai eu ce cas d'entretien dont je vous ai parlé, là, je me suis dit peut-être que faut creuser ce cas. Et là, je trouve mais regardez, si dans ces stats, par exemple, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah c'est plus que 20 pays qui ont le même problème. Et ma question, est-ce que bah, on s'en fout ou peut-être on doit faire un effort? D'accord? Là, il y a deux cas. Soit on va dire, bah, regardez, bah, vous travaillez, vous mettez fibre optique, vous achetez des iPhones, on s'en fout, tu vois. Mais moi, ce que je suis sûr, c'est que bah, d'ici 50 ans, je pense que ce n'est pas suffisant encore pour avoir fibre optique dans tous les pays, d'accord? Je ne pense pas que ça sera le cas. Alors, peut-être qu'il faut chercher une alternative et nous, on fait l'initiative de notre part, d'accord? Et ça va nous aider en tout cas. Et là, je vais parler d'autre chose, c'est que quand on parle de perf web, il n'y a pas que le cas de l'Afrique, mais on est dans un monde, on le sait, un monde vraiment capitaliste. Et ça, c'est le mot que j'aime bien utiliser en France. Quand je l'utilise quand je fais des confs dans d'autres pays, tu dis capitaliste, c'est pas. Mais la réaction toujours en France, elle est différente. C'est ce que j'aime bien. Et là, on va parler des Core Web Vitals. Alors, c'est quoi les Core Web Vitals? Ce sont des métriques introduites par Google pour ranker, pour faire l'ordering de Google Search. D'accord? Alors, si par exemple, tu as des scores pourris et tu as fait un site de e-commerce pour vendre je ne sais pas quoi, et là, il vient un mec, il cherche, tu n'auras pas ton site parmi les premiers, car il n'est pas bien scoré chez Google. Alors, si tu veux vendre plus, il faut respecter ces métriques pour les Core Web Vitals. D'accord? Alors, avant de parler de ça, il faut vraiment expliquer le contexte, pourquoi on a besoin. Là, ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est une photo d'un Marocain qui attend un couscous. D'accord? Bah, c'est ce qu'il m'a sorti. Hein. Parce que moi, j'aime bien le couscous. Mais il attend quel couscous? Bah, il attend un vrai couscous. Je suis désolé pour les Tunisiens, mais un couscous marocain. D'accord? Ça, c'est l'original. Il est comme ça. Regardez, toujours. Quand il est comme ça, vous mangez. Quand il n'est pas comme ça, c'est pas. D'accord? Je suis désolé pour vous. Et là, c'est quoi le problème? C'est que imaginez si vous êtes à Paris, vous êtes à Agnières-sur-Seine, et là, il y a beaucoup de restos marocains, parce qu'il y a beaucoup de Marocains, c'est ce que j'ai remarqué. Là, vous demandez un couscous, d'accord? Mais le mec là-bas, il vous dit, vous devez attendre 45 minutes pour le couscous. Ce qui est normal, car un couscous, il prend du temps. Mais tu es dans un resto, bah, tu ne vas pas attendre 45 minutes, d'accord? C'est normal. Mais il te dit, tu dois payer 100 €. Alors là, même si c'est un couscous marocain, tu vas dire, bah, je ne vais pas payer quand même 100 €. Bon, je vous conseille de le payer, car il est marocain. Peut-être s'il n'est pas marocain, là... Mais bon, on dit que c'est beaucoup déjà, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas dire, bah, je pars, je ne vais pas payer les 100 € et je ne vais pas attendre 45 minutes, d'accord? Soit tu restes, tu manges ton couscous et tu écris des avis négatifs sur Google. Soit tu vas parler à tes amis, tu leur dis, bah, faut jamais venir à ce resto, et même s'ils vendent du couscous marocain, mais c'est pas trop marocain, car il faut attendre beaucoup, il faut payer cher. Et là, c'est le même, on appelle ça quoi? C'est une expérience utilisateur. C'est ce qu'on a dans le web, d'accord? Tu as un site web, il prend beaucoup de temps pour se charger, il prend beaucoup de RAM dans ton PC, bah c'est normal, l'autre fois que tu vas le démarrer, tu as ton PC qui se bloque, bah tu vas chercher une alternative, ce qui est tout à fait normal. C'est ça l'expérience utilisateur que tu peux vivre dans le monde réel, et le monde réel, c'est aussi les sites web, d'accord? Alors, toujours quand on développe, on pense aussi à ça. Si tu as ton site web que les mecs, ils démarrent, ils bouffent tout le RAM, ils bouffent de l'Internet, alors là, ça ne sera pas cool, d'accord? Alors, parlons des Core Web Vitals. On va commencer par LSP. C'est quoi LCP? C'est quoi le LCP? C'est Largest Contentful Path. C'est quoi Largest Contentful Path? C'est un truc très très simple. C'est que Google, il vient avec ce robot, il dit quoi? Ben, je regarde ton site. L'élément le plus large, c'est une image. Il prend combien de temps? Si l'image il prend plus que 4 secondes, il te dit ton site frère est pourri. C'est bon. Je suis désolé, tu n'as pas fait l'optimisation nécessaire. Alors là, je vais te mal scorer. Tu ne veux pas être dans Google Search. Ben, c'est foutu pour toi, d'accord? Là, on a quoi encore?
on a un autre truc qui s'appelle CLS. C'est quoi CLS? C'est Cumulative Layout Shift. Google il est en train de scorer ton site les éléments qui bougent. C'est quoi les éléments qui bougent? Je vous donne un exemple ici que j'ai trouvé. C'est que par exemple, tu cliques sur ft.com, là tu rentres dans Financial Times, tu veux cliquer sur Sign In, et là, il fait quoi le site? Il te sort une ad. D'accord? Tu cliques sur l'ad. Là, tu es rentré dans un site. Alors ça, c'est pas une bonne expérience utilisateur. C'est comme si tu demandes un couscous marocain, et là, le mec, il vient au début avec une pizza, une petite, tu la manges et après je te sers le couscous marocain. Ça marche pas comme ça. C'est la même chose. C'est que toi, tu veux faire un sign-in, mais tu te dis, oh, mais clique ici d'abord. Hein, clique. Ça marche pas. Google, il est en train aussi de scorer ton site en se basant sur ce genre de trucs. Si tu sors beaucoup de trucs comme ça, il y a des éléments qui bougent, tu n'auras pas un bon score. Et là, Google, il va te dire, bah, on regardera les autres. D'accord? Il y a le First Input Delay. C'est quoi le First Input Delay? C'est très, très simple. C'est un métrique qui calcule le temps que prend, par exemple, un bouton entre le moment qu'il est visible. C'est que parfois, vous voyez des boutons, et là, tu cliques, ça ne fonctionne pas. Tu vois. Après 2 secondes, ça fonctionne. Ça arrive, ça, souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le JavaScript nécessaire pour ce bouton pour qu'il fonctionne. C'est tranquille. Faut vraiment attendre. Il y a quoi? Désolé. Faut attendre. Alors, si par exemple, toi, tu attends plus que 300 millisecondes, c'est que l'élément il est visible, mais il n'est pas fonctionnel. Ça veut dire qu'il est visible, mais il n'est pas interactif. C'est que tu es en train de tricher. Tu montres à l'utilisateur quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Google aussi, il regarde ça. Si tes éléments ils prennent beaucoup de temps pour qu'ils soient fonctionnels, ils scorent mal ton site web. D'accord? Et ça, il peut impacter négativement ton site. D'accord? Et là, il y a encore les trucs ultra capitalistes. La vente, faut vendre. Tu as des sites, par exemple, comme Cook, ils ont amélioré la perf de leur site web de 850 millisecondes, c'est même pas une seconde, d'accord? Ils ont réussi à avoir 7% plus de conversion. Alors, si tu veux vendre, il faut respecter les métriques de Google, ça c'est un. Il faut avoir un site plus performant pour les utilisateurs, d'accord? Il ne faut pas que ton site il consomme beaucoup de RAM, il consomme beaucoup d'Internet, prend beaucoup de temps pour se charger. Ça, c'est des problèmes, d'accord? Il faut les éviter si tu veux vendre plus. Tu peux avoir, par exemple, comme ça, c'est Pinterest. Ils ont eu leur site 40% plus rapide. Ils ont réussi à avoir 15% plus de registration. Ça m'est arrivé quand j'étais au Maroc plusieurs fois. Je voulais créer un compte sur Pinterest, mais il prend beaucoup de temps et je l'oublie. Ça m'est arrivé quand j'ai vu ces stats, je me suis rappelé de ça. Et là, on a quoi? On va parler maintenant de l'évolution du web. Mais ça sert à quoi de parler d'évolution du web? Ça sert déjà à comprendre comment on est arrivé là, d'accord? Comment on est arrivé là, ça veut dire comment on est arrivé à ce genre, au travail avec React, travailler avec Angular, travailler avec ce genre de framework, et c'est quoi leur impact. Alors, on va parler à partir de 2010, d'accord? À partir de 2010, on avait des frameworks comme AngularJS. C'était presque le premier framework SPA. Il y avait quelques trucs avant, mais c'était pas vrai, c'était plus proche de jQuery que de la SPA, d'accord? Alors, avec les frameworks SPA, on avait quoi? On avait un fonctionnement très très simple. C'est que pour vraiment augmenter le taux de productivité, c'est que tu as besoin de diviser ton travail. Tu as un front-end, tu as un back-end, il y a une équipe qui travaille sur ça, qui maîtrise JavaScript, il y a une équipe qui travaille sur back-end, qui maîtrise le langage du back-end. D'accord? Alors, il fonctionne très simplement. C'est que tu as ton application. Quand un client il clique sur le site, tu lui envoies un petit HTML qui contient rien. D'accord? On dit rien. Il n'y a rien. Il n'y a que l'index. Vous voyez ça sur Angular, par exemple. Il affiche rien, cette page, mais vous attendez le bundle.js qui va venir après. Bah, c'est un JS de 15 mégas, ça dépend de votre site. D'accord? Vous attendez le JavaScript. Après, on exécute le JavaScript. Après, on fait quoi? On fait le rendering et là, on affiche notre page qui est là et qui est très, très, très bien interactive. Le problème, c'est quoi? C'est que on a parlé des Core Web Vitals, d'accord? On a parlé du cas de l'Afrique. Le problème, c'est qu'ici, tu envoies tout le site web, tout le front-end. C'est ce qu'il fait au début, la SPA. Il y avait des améliorations après, mais ça fonctionnait comme ça au début. On envoie un bundle.js qui contient tout, d'accord? On attend. Alors déjà, on a une page vide. Le client, il vient, il clique sur le site, il a une page vide, il attend. Quand on télécharge JavaScript,
quand on l'exécute et quand on fait le rendering après. Et là, c'est bon, on est tranquille. Alors on s'est dit quoi? On s'est dit, ah ça respecte pas. Là, c'est pas de la performance, car déjà, tu as besoin de télécharger tout ton site web, tu as besoin d'attendre, et tu as besoin d'exécuter. C'est ça, single page application. C'est une single page application qui contient tout. C'est que quand tu as besoin de switcher les pages, tu n'as pas besoin d'aller au serveur pour ramener la page, elle est déjà là. Elle est déjà exécutée. Alors on s'est dit quoi? On s'est dit, on doit améliorer ce process, c'est pas bien fait, d'accord? Alors là, on a parlé par exemple sur Angular universel, parlé du easy loading, parlé du hydration, parlé de beaucoup de trucs, d'accord? Alors là, on avait sur plusieurs frameworks le principe de l'hydration. C'est quoi l'hydration? C'est que on est en train d'envoyer l'HTML, mais l'HTML qui contient tout, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est pas encore interactif. C'est qu'il faut toujours attendre. Attendre quoi? Une page elle va pas fonctionner avec du HTML. Il faut du JavaScript. Alors il faut attendre le même JavaScript. Il faut exécuter le même JavaScript. Et là, il faut faire la réconciliation. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, Angular universel. Qui a travaillé avec Angular? Alors il y a Angular universel. Il fonctionne comment au début? Car j'ai posé la question aux mecs qui l'ont fait. Ils m'ont dit c'est qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait un HTML sans JavaScript. D'accord? On fait le rendering sur la page, alors le DOM, il est rempli, on attend JavaScript, on exécute, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le DOM qu'on a, on le supprime, et on le remplace. C'est ce qu'ils font, c'est que tu as quelque chose que tu peux voir, mais elle n'est pas fonctionnelle. Ils font ça juste pour contourner ce projet. Les trucs de workaround qu'on fait sur Stack Overflow et tout, c'est pas que nous, on fait ça, tu vois. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pas cru. Si c'était lui-même qui l'a fait, qui me raconte ça, j'allais pas croire. Mais c'est lui-même qui me l'a dit. Il m'a dit, regarde ce qu'on fait, frère. Ah, c'est comme ça, c'est très simple. On ramène l'HTML, on ramène JavaScript, on l'exécute, et là, on dit, on supprime le DOM qu'on a et on installe l'autre. D'accord. Il m'a raconté comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on doit améliorer ce process. C'est quoi l'amélioration de ce process? C'est de faire un truc qui s'appelle la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? C'est très simple. C'est que le temps qu'on va supprimer le DOM et on installe un autre, il te dit, on prend le JavaScript et on fait comme ça. Je te jure, il m'a raconté des trucs comme ça, alors je vous raconte de la même façon, tu vois. Il prend le JavaScript qu'il a pris ici, et là, il la jette. Alors là, il devient fonctionnel. Mais toi, tu avais déjà des choses qui ne fonctionnent pas, d'accord? C'est que ça, c'est bien fait, mais c'est juste pour tricher. Alors, si on regarde le métrique de FID, c'est pas bien, tu n'auras pas un bon score. Si même tu l'améliores avec la réconciliation, ça reste la même chose, car tu vas exécuter tout le JavaScript. D'accord? Alors, on reste toujours dans le même process. Bien sûr, améliorer. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est que là, tu es seulement en train de tricher, tu continues à faire le même process, tu n'as pas changé de paradigme. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là pour qu'on parle de d'autres solutions. D'accord? Il y a une solution que je vais présenter aujourd'hui, mais peut-être ceux qui font React, alors ceux qui font React, ils ont entendu parler par exemple sur Next de partial pre-rendering. D'accord? Vous avez entendu parler de ça? Il essaye il y a les server components, il y a beaucoup de trucs. C'est que et souvent, les gens, ils posent la question, pourquoi ils nous embêtent avec ce genre de trucs? Mais t'as React, t'as UseState qui fonctionne, vas-y, lance tout, hein, ça fonctionne bien. Mais ça sert à quelque chose, c'est que ça sert à améliorer la perf de ton site web. D'accord? C'est très, très simple. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler d'un nouveau paradigme qui s'appelle... Alors, avant de parler de paradigme, ça c'est bien, j'ai oublié ce slide, d'accord? Ce slide, il est très, très simple. Il parle de quoi? C'est que quand tu as un site web, le client, il est là. Je veux que ça fonctionne. Je veux que ce bouton fait. Je veux que ce graphe, il fait. Je veux que ce truc, il fait. Il demande beaucoup de choses. Il demande quoi? Beaucoup d'interactivité sur son site web. Alors, quand lui, il demande, le client, il te dit, je veux ces trucs qui soient interactifs, tu as besoin de faire quoi? D'avoir plus de JavaScript, ce qui est très simple. D'accord? Et quand tu as plus de JavaScript, c'est que tu as plus de JavaScript à télécharger, et là, tu as plus de JavaScript à exécuter. Alors là, tu as la performance ce qui est très, très simple. D'accord? On le voit. C'est que tu n'arrives pas à scaler. Car toujours, quand tu ajoutes de l'interactivité, tu ajoutes plus de JavaScript, alors là, tu auras la perf qui descend. Là, on va parler de la résumabilité. Elle fonctionne comment? C'est un nouveau paradigme très, très simple. C'est qu'au début, on voyait de l'HTML, on voit la même chose. On a notre page, on a la même chose.
mais elle devient interactive. Alors la question c'est quoi? C'est qu'on ne va plus faire de JavaScript. Alors, ce n'est pas le cas, d'accord? Ce qu'on fait avec la résumabilité, c'est très très simple. C'est que quand on envoie l'HTML, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un petit kilobyte de JavaScript, c'est un event listener global qui est générique. Ce n'est pas un truc lié à ce que tu vas développer, c'est un truc du framework qui ne contient pas beaucoup d'informations, c'est un kilobyte. Mais il fait quoi? Il fait quoi ce global listener? Alors, est-ce qu'on va télécharger le JavaScript, on va l'exécuter, on va faire... Alors, non. Alors là, quand tu as ta page, elle est déjà fonctionnelle. Tu n'auras pas cette expérience de cliquer, il faut attendre. Non. Mais comment ça fonctionne? C'est que quand toi, tu vas interagir avec la page, le global listener, c'est un listener. Il écoute. Il est là que pour écouter. D'accord? Il écoute ton interaction et là, il part faire quoi? Il part ramener le JavaScript nécessaire pour cette interaction. Si toi, tu ne vas jamais interagir avec ce bouton, il ne va jamais le ramener, car tu n'as pas besoin. On sait très bien que sur plusieurs sites web, tu ne vas pas utiliser tout le site, tu ne vas pas utiliser toute l'application. Tu as des trucs, tu vas rentrer, ajouter au panier, payer. Mais tu as plusieurs boutons que tu ne vas jamais utiliser. Tu as le footer, tu as les trucs dans le header. Mais si tu utilises la SPA, tu vas télécharger tout et tu vas exécuter tout. On est bien d'accord. Alors là, c'est autre chose. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas un seul JavaScript? Alors non, on n'a pas un seul JavaScript. C'est quoi la résumabilité? C'est qu'on a un bout, un chunk de JavaScript par interaction. Alors quand on génère pas un seul bundle, d'accord? On génère beaucoup de fichiers JavaScript, beaucoup de chunks, d'accord? Ça fonctionne de cette façon. Mais on fait quoi alors? Imaginons que tu cliques sur ce bouton. La résumabilité, c'est qu'on part ramener le JavaScript qui est petit. Pourquoi? Parce qu'il concerne seulement ce bouton. Et là, on exécute. Et c'est bon, ça fonctionne, d'accord? C'est quoi le problème ici? Vous allez me dire, alors, le truc c'est que chaque fois que le client il clique sur un bouton, il va aller au serveur, parce que la résumabilité, tu es obligé d'utiliser un serveur. Je vous explique après. Là, quand il clique sur un bouton, tu dois toujours ramener un JavaScript, alors tu es toujours faire des requests au serveur pour ramener du JavaScript que tu vas exécuter après. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, quand on parle de la résumabilité, le framework qui l'a plus commercialisé dernièrement, c'est qui? C'est Quick. Mais est-ce que c'est le seul framework qui a ce principe de résumabilité? Alors, non. La résumabilité, c'est un paradigme qui était implémenté au début par Wiz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Wiz. Alors, Wiz, c'est un framework interne de Google qui n'est pas open source. Vous n'avez pas accès. Et il n'a pas une bonne. Pourquoi? La question, c'est pourquoi Google il l'a pas sorti à l'extérieur. Pour la simple raison qu'il n'a pas un bon DX et que ce n'est pas un vrai framework. Quand on dit un framework, c'est des classes bien prêtes, c'est un framework bien cadré. Voilà, tu viens, tu travailles, tu es un dev, tu commences, tac. Oui, non. C'est comme on a pris tous les applications. Quand ils vont faire, par exemple, une nouvelle application, ils doivent aller dans les anciennes applications, prendre des classes, prendre du code. Ce n'est pas un truc vraiment structuré. Et il n'a pas une bonne DX. Tu ne vas pas faire du GSX. D'accord? C'est des trucs bizarres. D'accord? Alors là, on avait Quick. Et pourquoi Quick il a eu ce principe? Parce que son créateur, c'est le créateur même de Angular. D'accord? C'est lui qui a créé Angular. Il a créé Quick. Et pourquoi? Quand il a créé Angular, parce qu'il voulait faire du toolkit, il m'a dit, ils m'ont donné une tâche sur toolkit, c'était compliqué, et j'ai fait un framework pour le faire à la place de toolkit. D'accord? Et là, avant de sortir de Google, le travail qu'il avait, c'est de rendre Angular résumable. C'est que Angular, il doit fonctionner de la même façon. D'accord? Il doit fonctionner comme l'autre framework Wiz, mais garder le même développer l'expérience d'Angular. C'est que ça ne va pas être compliqué pour les devs, ça va être accessible, mais avec plus de perf. Alors quand il a regardé, il trouvait que c'était presque impossible de merger les deux frameworks. Il a décidé de sortir de Google et de faire un nouveau. Il s'appelait Quick. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme j'ai expliqué maintenant comment fonctionne la résumabilité, vous pouvez imaginer, c'est que si on a une application qui contient 1500 components, on sait très très bien qu'on ne va pas exécuter les 1500 components. D'accord? Et avec ça, on peut faire quoi? On va scaler, on va garder la même perf. C'est que tu peux rajouter ce que tu veux, mais on ne va pas exécuter tout.
Mais j'ai loupé un truc, c'est que j'ai pas parlé du process du téléchargement. Est-ce que Quick, il download pas et que à chaque fois, toi, tu vas cliquer un bouton, il va aller chercher le JavaScript nécessaire du serveur et il va l'exécuter? Non. Il fonctionne comment? C'est très simple. Quick, il a un service worker. C'est quoi un service worker? C'est un truc qui travaille en background dans le navigateur. Et là, il va faire quoi? Il va télécharger, mais pas tout le bundle.js du site web. C'est pas de la SPA, car c'est pas de la SPA. Il va télécharger les petits bouts de JavaScript, il va les stocker en cache. Mais c'est seulement ce qu'il est affiché. Même ça, c'est paramétrable. D'accord? Si tu veux même aller jusqu'au bout. Alors là, tu as les JavaScript, tu télécharges seulement ce que tu as besoin dans la page que tu affiches, il stocke dans le cache, mais il n'exécute rien. Zéro exécution. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a zéro exécution ici. Tu ne vas pas exécuter 40 mégabytes de JavaScript. Là, tu n'as rien, tu vas rien exécuter. Tu exécutes à la demande. D'accord? Et pour vous montrer ça, on va faire un petit démo. Est-ce que ces micros, ils fonctionnent? D'accord, merci. Alors là, on va faire la partie démo, qui est la partie la plus difficile pour moi, car parfois le démo, il ne fonctionne pas. Ça arrive. Ça marche. Test, c'est bon, ça marche. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai créé une route. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Quick, c'est quoi? C'est pas un framework. C'est pas un framework front-end, un framework, voilà. Non, c'est un framework, c'est un méta-framework. C'est que tu peux faire du back et du front. C'est comme Next.js. Qui connaît Next.js? C'est la même chose, d'accord? Next.js, tu peux faire les deux. On est bien d'accord. Tu parles avec la base, t'es tranquille, d'accord? Quick, c'est la même chose. C'est un méta-framework. Et il sert à quoi un méta-framework? Alors là, on va faire quoi? On va créer déjà une route. Alors, tu as les routes, tu viens, tu crées une route, je l'ai appelée Forkit, et là, je vais écrire mon premier. Comment? Ah, d'accord. C'est bon? Alors là, je vais écrire mon premier component, d'accord? Alors, ce que je vais faire, est-ce que vous avez remarqué un truc? C'est le JSX, d'accord? C'est que tu sais faire du React, tu sais faire du Quick. Tu ne vas pas prendre du temps pour apprendre des choses. Il y a quelques hooks à comprendre et là, c'est bon. Tu vas travailler tranquille. Ce n'est pas un nouveau framework avec une nouvelle DX. Là, tu passes des cours, tu rachètes des trucs, passer des formations, attendre. Non, ça n'existe pas. C'est que si tu sais faire du React, tu sais déjà faire du Quick. D'accord? Alors, est-ce que ça fonctionne? On va regarder. Forkit. C'est bon, ça fonctionne tranquille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un simple bouton. Alors, ce bouton, il fait quoi? Il fait une simple console. Je vais l'appeler console 1. D'accord? Là, je ferai un petit on-click. Et je vais demander à ce bouton de faire un console log. Alors, Forkit, Rouen. Ça s'écrit comme ça, Rouen. Ça se prononce Rouen, c'est ça? Rouen, d'accord. Parce qu'au début, je disais Rouen et Rennes. Je l'ai confondu avec Rennes. Ça existe, Rennes. Ça, ouais. J'ai toujours confondu avec Rennes. Alors, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai fait, je pense, 4 ou 5 villes. J'ai pas tout fait, c'est normal. Il y a même des villes au Maroc que j'ai oubliées parfois. Je les connais pas. Alors là, on a console 2. Là, je vais appeler Paris. Je suis désolé. L'année prochaine, peut-être. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver vite, car on ne l'aura pas en prod, on l'aura en mode dev. Et là, on va visualiser les JavaScripts qu'on va télécharger. D'accord? Là, si je mets all, j'ai l'HTML, disons, le truc normal. Et là, c'est notre page, c'est le JS. Si tu utilises, par exemple, Angular, tu rentres ici, tu vas trouver un petit bundle. C'est pas un petit, mais un bundle, ça dépend. un vrai truc, tu vois. Si c'est que les gens, souvent, quand je parle de ça, ils me disent « tu fais pas de lazy loading ». Mais frère, si tu as ton component qui est sur la page dès le début, même si tu fais du lazy loading, il va télécharger, on le sait. Le lazy loading, il est bien, mais pour ce qui n'est pas visible. Alors là, on a notre page. D'accord? Ça, c'est très simple. Mais est-ce que vous remarquez qu'il n'y a rien? Quand je clique sur JS, il n'y a pas de JS. Moi, j'ai fait console log. Quand je fais console log,
ce que vous pouvez imaginer derrière, c'est que c'est du JavaScript, c'est du code. Mais parce qu'on va faire un démo, on a 40 minutes, on n'a pas du temps de coder une app. Alors, je vais remplacer tout mon code JavaScript avec une petite console. D'accord? Là, ce qu'on va voir, c'est que je vais cliquer sur console 1. Il a téléchargé. D'accord? Vous pouvez voir cette partie. Attendez. Alors là, c'est bien, c'est visible. Alors, je reprends. On a notre bouton. Je clique sur le console et l'exécute. Alors là, si vous remarquez, vous avez le forkit roi. Mais on a ce JavaScript qu'on vient d'exécuter maintenant sur notre page. Je clique sur console 2. Il prend l'autre JavaScript. D'accord? Alors, est-ce que vous avez remarqué un truc? C'est que quand je rentre dans le premier, j'ai le code JavaScript nécessaire pour cette interaction. Quand je rentre dans le deuxième, j'ai le code JavaScript nécessaire pour l'autre interaction. Je n'aurai pas les deux dès le début. Tant que je ne vais jamais utiliser ce bouton, je ne vais jamais exécuter ce JavaScript. D'accord? Et là, ce qu'il a fait Quick, c'est que Quick, il utilise un compiler, ça s'appelle Quick Optimizer, il est fait en Rust. Et c'est lui-même qu'au moment de la compilation de ton application, il divise toute l'application en petits chunks, comme ça. Si par exemple ici, tu as 100 boutons de console, tu auras 100 JavaScript. Et là, Quick, il va exécuter sur le navigateur seulement ce que tu as besoin. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autre exemple. Imaginons que le JavaScript que tu as besoin, dans ta page, tu as besoin de la montrer dès le début. D'accord? Ce qui est normal. Par exemple, imaginons on a une clock. Alors là, c'est quoi? Visible task, c'est très simple. C'est que j'ai besoin d'exécuter ce code quand ce component elle est dans la page. Elle est visible. Tu use visible task. C'est très très simple. Exécute ça quand mon component elle est visible. Alors j'enregistre, je reviens. Est-ce que vous remarquez un truc? C'est que je télécharge le JavaScript nécessaire pour le clock et je télécharge le petit bout de code du framework. Pourquoi? Quand on a fait les console log, on n'avait pas besoin du framework, c'est du simple JavaScript. On ne l'a pas exécuté parce qu'on n'a pas besoin. Imagine si tu utilises d'autres frameworks, ce n'est pas le cas. D'accord? Ça, c'est des variables donc. Là, on a le JS, c'est tranquille, mais on télécharge dès le début le JavaScript. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de la montrer dès le début, ce qui est tout à fait normal. Imaginons que tu as une data table ou un graphe ou un truc qui consomme beaucoup de JavaScript, mais elle est dans la page. Elle est dans ta page première. Alors, tu vas télécharger tout le JavaScript nécessaire. Mais imaginons qu'il est en bas. Le client, est-ce qu'il va toujours aller en bas? Non. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on prend cette clock et on va faire quoi? On va lui dire, bah, tu seras en bas de la page. Est-ce que vous remarquez un truc? C'est que on n'a pas exécuté le JavaScript. Il n'y a pas de JavaScript. On descend dans la page, et vous regardez avec moi ici, on descend, et là, quand il est visible, on va exécuter le JavaScript nécessaire. Alors, imaginons la perf que vous pouvez optimiser en utilisant ce paradigme, en termes de téléchargement, et aussi en termes d'exécution de JavaScript. De la RAM que les gens ils ont dans le PC. Vous n'allez pas tout consommer, vous allez seulement consommer ce que le client va seulement consommer ce qu'il a besoin. Il ne va pas consommer tout le site. Si par exemple c'est un site, il est très long, il y a beaucoup de graphes en bas, le client il ne va jamais aller en bas, mais pourquoi tu exécutes un JavaScript que lui il n'a pas besoin? S'il n'a pas besoin, on ne l'exécute pas, c'est très simple. S'il descend, il a besoin de ce JavaScript, là on l'exécute. D'accord? Ce que je vais vous montrer aussi, j'ai encore 5 minutes. D'accord, je vais faire un truc très très rapide. J'espère que... Alors là, je vais coder rapidement. Et là, je sais que ça ne va pas fonctionner. Alors, c'est pas grave. Là, je vais utiliser les signals. Qui connaît les signals? Bon, ça, on va faire un autre talk l'année prochaine sur les signals. C'est pour faire de la réactivité, mais d'une DX plus simple, plus facile et plus performante. D'accord? Alors, c'est un principe qui était normalement introduit par SolidJS. Alors, on fait const, count, use, signal. Et là, je fais 1, 2, 3. C'est très simple. Alors, j'ai 5 minutes. Je vais faire quoi? Là, j'ai un bouton. Je fais, on clique. Il fait quoi ce bouton? C'est très très simple. Alors,
il fait le count.value plus plus, il incrémente. Alors ici, je l'appelle quoi? Je l'appelle add. Je viens ici, j'ajoute une H1. Je fais quoi? J'affiche count.value. C'est tranquille, c'est très bien, ça fonctionne. Est-ce qu'on a du JavaScript? Non, on n'a rien. On clique sur Add, ça fonctionne, on exécute ce qu'on a besoin. Ça, c'est génial. Alors, je vais venir ici, je vais ajouter un autre bouton. C'est un bouton qui fait quoi? Elle est très, très simple. Je dois travailler avec eux dans les géos pour faire les commentaires. Ça va fonctionner peut-être. Je vais voir. Alors, console, je vais l'appeler console condition. Et vous allez voir pourquoi après. Alors, je fais un simple on clique et je lui dis quoi? Ce on clique, je lui dis, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres pages, par exemple, dans votre site, ils sont ni téléchargés ni exécutés. On va les télécharger après quand on va accéder à cette page, car ce n'est pas de la SPA. Par contre, vous pouvez faire de la SPA, mais ça, c'est une option, mais ce n'est pas par défaut. Alors là, je vais faire quoi? Je vais lui dire, if seulement, c'est le compte value, elle est plus que 125, là, tu peux faire quoi? Tu peux faire un petit console, ça veut dire du code JavaScript. Là, tu es en train de coder ton appli, tu fais du if, du else. Et là, tu lui dis, alors là, j'ai besoin de faire quoi? De exécuter ça. Condition. Alors, condition verified. D'accord? C'est très simple. Alors, tu viens ici, tu lui dis, vas-y. Alors, on a le console. Tu cliques sur console, tu n'as pas le console log. Normal. Pourquoi? Parce que le count, il doit dépasser les 125. Tu viens ici dans le network, tu regardes, tu trouves qu'il a déjà téléchargé. Est-ce qu'on a besoin de cette console maintenant? Non, parce que la condition, elle n'est pas vérifiée. Alors, quand on augmente add, là, on va cliquer sur console, ça va fonctionner. Mais au début, est-ce que l'utilisateur, il avait besoin de ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec Quick, on peut faire un truc qui s'appelle lazy execution du code. C'est qu'on va venir ici, on va lui dire quoi? On va créer une fonction très, très, très simple. On va l'appeler fn. On vient, on traduit ça à une fonction, on fait ça comme ça. Ça, c'est très simple, même pas en 5 minutes. Je viens ici, j'exécute la fonction, et là, j'appelle, je fais quoi? J'ai fait du lazy loading. C'est que maintenant, quand je vais venir dans le network, je clique sur condition, je viens ici, je ne trouve pas le console log. Alors, tout le code JavaScript, tu peux le lazy loader dans ta page, c'est pas le lazy loader, c'est le lazy execution, dans ta page, même qui est fonctionnelle, que tu vois, si tu n'as pas besoin. Je sais que l'utilisateur, il y a un cas de 10% qu'il va aller à ce cas. Pourquoi moi je vais l'exécuter dès le début? Je l'exécute seulement quand il aura besoin. Et là, vous pouvez voir que j'ai seulement un lien qui pointe sur le tien qui fait ce travail, ce console. Mais je ne l'ai pas ici. Mais imaginons après, quand il va arriver à ce console, je clique sur, ici j'ai téléchargé, ce qui concerne le signal, car il a cliqué sur le add. Et là, quand je vais venir, je clique sur console, regardez, il va faire quoi? Il va exécuter maintenant la condition qu'on a besoin. Alors là, ça, c'est du lazy execution du code. C'est que tu peux rendre tout ton site web lazy executed. D'accord? Et tu n'as pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails ou dans beaucoup. C'est très simple. Comme vous pouvez voir, on l'a fait en 20 secondes. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant. Alors, on s'est dit, on a une application qui contient beaucoup de JavaScript, on a beaucoup de code, mais qu'on n'a pas toujours besoin d'exécuter dans la partie client. On peut le faire dans la partie serveur. Alors, on va faire quoi? C'est un autre marché, 2 millions d'euros. On va faire de la migration. On va prendre ce code, on va migrer. Non, c'est très simple, on ne va pas faire ça. On va prendre ce code qui, normalement, il prend beaucoup de ressources pour s'exécuter. Je vais remplacer le $sign que j'ai fait. Le $sign, c'est un sign qui dit au framework, ce petit bout de code, j'ai besoin de le lazy exécuter. Là, exécuter. Alors là, j'ajoute serveur et je fais quoi? Je crée la fonction. Alors, result, par exemple. Et là, alors attendez. Là, je peux commencer déjà par cet exemple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais le $sign, mais là, je viens et je l'appelle serveur. D'accord? C'est très, très simple. Là, ce que je peux avoir, c'est que quand je vais cliquer sur le console, j'aurai un autre truc, c'est Quick City, c'est le MetaFramework de Quick. Et là, j'ai la fonctionnalité serveur, car serveur, c'est les server action. Et là, j'ai switché tout le code. Quand je vais cliquer sur Add et j'aurai 127, là, j'aurai besoin de l'autre console. Je clique sur console, j'ai un serveur QRL. Je viens ici, on n'a pas le log, mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit que ce traitement, il est expensive, on ne peut pas le faire dans la partie client, on doit le faire dans la partie serveur. Et là, on l'a dans la partie serveur. D'accord?
C'est très très simple. On l'a fait en combien? 2 secondes. Est-ce que j'ai encore dit temps? 1 minute. Tu sais ce qu'on peut faire en 1 minute? C'est très très simple. Alors on vient ici, on fait une result et on fait comme ça. On vient à notre console. On fait comme ça. C'est très très simple. Alors là, on a le condition verified qui sera dans le serveur. Là, je peux faire même un return. Je fais un return de 4 kids Maroc. Et là, je fais quoi? J'ai le result ici. Je dois ajouter le wait car il doit attendre. Et là, on a S5. Je viens ici, je lui dis console log result. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très très simple. C'est que j'ai le network. Je clique sur console. J'ai rien ni ici ni ici, ce qui est normal. Et là, quand j'aurai la condition, il est vérifié. Je clique sur console. J'ai la réponse du serveur et j'ai le traitement qui était fait en serveur. Et là, je peux faire un traitement, retourner une réponse, l'envoyer à la partie client et la consommer. Et c'était ça mon talk. Merci beaucoup.